Jessica Matois-David, salut! Dorit Naon, bonjour. Je suis tellement heureuse que tu sois là. Vraiment, j'ai énormément d'admiration pour tous tes engagements qui sont hyper nécessaires et fondamentaux. Je t'admire beaucoup, tu le sais. Donc vraiment, merci mille fois d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est vraiment une évidence. Et je vais expliquer du coup tout ce que tu fais. Et c'est hyper riche. Je regarde la presse, elle fait tout ça. Ah, tout ça de fraise, donc c'est pas mal. Alors, tu as 5 ans d'expérience à la Maison des Femmes, 5 ans aussi d'expérience à Ellis Care, non 10 ans. hein, c'est ça. 10 ans. Donc on multiplie par 2. On multiplie par 2, c'est pas mal. Tu es présidente de Nemo. Nemo. Ouais, je Nemo n'étais pas Lab. sûre Tu de sais la que c'est Woman à présentation. l'envers. C'est quand même un icebreaker. C'est vrai? C'est Woman à l'envers. Ah putain, j'avais même pas Bah capté. voilà, tu vois, ça crée du lien. Énorme. Ça galère toujours un peu au début, c'est pas Nemo le poisson. Ouais, je galérais sur la prononciation. Mais tu n'es pas la seule. Ouais, moi je pensais à Nemo le poisson. Ouais, En plus, bah, pas du tout, c'est Woman à l'envers. Et voilà. voilà. Smart, tellement smart. Alors je sais pas, mais Si, vraiment. Et donc c'est Nemo Lab, Nemo Lab. le terme complet, et c'est dédié à l'entrepreneuriat des femmes. Absolument. Tu as aussi créé le Bouillon de Citoyens, un espace d'échange humain. Tu fais partie de la team de protection de la Maison des Femmes du 93. Tu as aussi bossé pour Microsoft, pour LVMH. Tout ça, tout ça, tout ça. Et tu diriges Fargo Consulting, qui lutte contre le commerce illicite. Et je suis sûre que j'ai pas tout dit, vu la quantité de choses que tu fais. Tu es une girl boss accomplie qui fait énormément de choses. Tu es une t'es une entrepreneuse, toi, qui est vraiment très, très, très engagée au quotidien. Enfin, c'est quoi qui t'anime justement pour arriver à multiplier tout ça et à essayer d'avoir de l'impact dans tous tes projets? C'est quoi ton why? J'aime être confrontée à des situations qui me dépassent, que ce soit professionnellement ou au travers de mes engagements. Donc, comme tu le dis, j'ai une partie, on va dire que j'ai une partie for profit, qui est Fargo, ma boîte de conseil que j'ai montée juste après avoir quitté les grands groupes. Et je développe aussi en ce moment, avec 2 autres associés, une plateforme de dérisquage et d'investissement en santé, donc qui, je l'espère, va très vite devenir mon activité principale professionnelle. Et à côté de ça, en fait, l'engagement, il est arrivé par une rencontre. Il y a maintenant, je dirais, un peu plus de 10 ans, même 12 ans, j'ai rencontré cette femme formidable qui s'appelle Élise Bogossian, pardon, qui a créé donc Élise Care. Et donc, je suis tombée dedans comme ça. Et au début, c'était pas. Moi, j'ai toujours été. Si tu veux, je le raconte souvent. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle. Enfin, en tout cas, j'ai fini mes études avec un énorme échec. C'est que j'ai raté 3 fois le barreau. Moi, j'ai toujours été très sensible à la justice, à la défense des causes un peu perdues. Enfin voilà, ce truc avec lequel tu peux grandir parce que d'où tu viens aussi. Enfin, on n'est pas sur le fauteuil du psychanalyste, mais ça pourrait. C'est souvent le Ça cas. pourrait. Et donc bref, moi le rêve de ma vie c'était d'être avocat. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup en ce moment parce que pendant longtemps je le disais pas et parce que je pensais que c'était pas très intéressant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui à un moment où alors je sais pas si on peut appeler ça de la réussite, mais en tout cas, moi, j'estime que je réussis parce que je fais ce que je veux. Moi, je suis animée par un grand sentiment de grande velléité de liberté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors jusqu'à quand, je sais pas, mais avec beaucoup d'humilité, j'avance, mais je fais ce que je veux. Donc de ce point de vue-là, c'est assez chouette. Mais au départ, le rêve de ma vie, c'était d'être avocat. Moi, tous les avocats pénalistes, évidemment, parce que sinon, voilà. Tous les mercredis après-midi, à 15 ans, j'étais au tribunal pour voir des audiences. Et donc, j'ai passé mon barreau à la fin de mes études, une fois. Donc, j'ai raté à 1 point la première fois à l'oral. Hyper frustrant. Bon, je sais pas si tu vois comment ça se passe, mais en gros, Non. tu as les écrits. Si tu es admissible, tu passes l'oral. Et en fait, tu dois travailler ton oral sans savoir si tu es admissible. J'ai considéré que j'avais foiré mon écrit, donc j'ai pas bossé mon oral. Et en fait, j'étais admissible. Et donc, j'ai raté le premier à 1 point, puis après, les autres, je les ai ratés aussi. Et là, tu te dis, bon, je pourrais pas, en fait, lier... Enfin, au départ, je me dis que je pourrais pas lier forcément aussi bien que je l'avais prévu mon envie de justice, d'humanité, parce qu'en fait, je voulais être avocat pénaliste. Déjà, on me regardait à la fac... ah bah il en faut, tu vois, il y a pas mal de profs qui te disaient très bien, mais c'est quand même pas la spécialité la plus simple et la plus rémunératrice et en tout cas c'était pas la plus simple, voilà pour résumer. Oui, mais clairement, c'est pas celle où tu gagnes le mieux ta vie. Et voilà, Et puis bon, c'est quand même très consuming en termes d'investissement, quoi. C'est-à-dire que tu rentres très souvent, évidemment, mon rêve était de bosser sur les trucs bien bien durs, des procès aux assises ou ce genre de choses, tu n'en sors pas au bout de quelques années complètement indemne. Donc c'était pas... J'ai été, moi, hyper déçue, voilà, de ne pas pouvoir aller là-dedans, et je me suis dit que quand c'est arrivé, j'allais faire en sorte que ma vie soit 10 fois plus intéressante que ce qu'elle aurait été si j'avais réussi.
Donc là, on va pas se refaire tout mon parcours, mais c'est vrai que j'ai réussi à construire quelque chose qui me fait me dire aujourd'hui, heureusement que j'ai raté ce barreau, mais heureusement, vraiment, parce qu'en fait, ça m'a poussée à aller vers des choses que j'imaginais pas. Et aujourd'hui, avoir construit vraiment cet équilibre entre ma vie professionnelle qui est loin d'être classique, et sur laquelle il y a vraiment toujours une envie d'impact, hein, puisque évidemment, mon métier premier, c'est de démanteler des trafics et de lutter contre des choses qui sont très problématiques. Donc quelque part, je suis rentrée, parce que je fais beaucoup de pénal dans ce cadre-là, sans aller plaider des dossiers au tribunal, mais c'est ma vie depuis très longtemps. Alors ce qui a été génial, c'est que ce que j'aurais pas pu faire si j'avais été avocat, c'est que j'ai travaillé dans le monde entier depuis ces 12 dernières années, et ça a été vraiment une richesse fabuleuse. Moi, je vis pour aller découvrir ailleurs. Alors, je sais que c'est pas hyper toujours responsable en termes d'empreinte carbone, mais moi, j'aime aller à la rencontre des gens, j'aime découvrir de nouveaux horizons, j'aime travailler dans ce qui me dépasse. Et là, j'ai trouvé cette petite niche sur mes sujets de travail qui me permettait de faire ça. Et puis ensuite, après, j'ai développé un certain nombre de choses. Et puis là, il y a ce projet sur la santé, voilà, qui est évidemment, il n'y a même pas besoin de définir pourquoi il y a un impact, avec des difficultés aussi, hein, mais c'est ça aussi qui, quand c'est difficile, je me dis qu'on est là où on doit être, en fait. Tu vois, si ça galère un peu, bah, c'est beaucoup plus intéressant et j'ai pas de problème j'ai plus de problème. Enfin, est-ce que j'en ai eu un jour? J'ai pas de problème avec l'échec. Donc, en réalité, j'avance. Par contre, j'avance, je suis toujours en mouvement. Et à côté de ça, c'est vrai que depuis donc, le début de ma carrière, euh, je dirais que 20%, vraiment entre 20 et 30% de mon temps, c'est du bénévolat ou c'est de l'accompagnement que j'appelle ad hoc, hors de toutes les associations dans lesquelles je peux être investie. Et puis il y a la mienne, donc Nemolab, comme tu disais, que j'ai créé il y a 2 ans et demi maintenant, et qui est un think tank dédié à l'entrepreneuriat des femmes. Donc on y mène un certain nombre d'études avec des partenaires incroyables que je nomme du coup, puisqu'il s'agit de BPI que tu connais bien, et la fondation MMA pour les entrepreneurs qui m'ont fait confiance très très tôt et qui nous permettent, alors avec d'autres qui nous rejoignent au fur et à mesure, mais voilà, d'aller d'aller plus loin. D'aller plus loin que les constats, d'essayer de modéliser les résultats d'études scientifiques dans des actions. Alors ça va prendre du temps, et encore une fois, c'est difficile, mais j'estime que du coup, on est peut-être sur quelque chose d'un peu différent et qui va permettre peut-être de regarder le sujet différemment. Moi, je suis dans le concret. C'est pour ça aussi que j'aime bien aider les gens, et m'investir, c'est que j'ai fait le deuil de ce que j'appelle, moi, l'engagement narcissique quand j'ai rencontré Élise Bogossian. Celui qui, au départ, t'empêche d'y aller trop franchement parce que tu te dis, moi, je vais apporter quoi et je vais pas être en capacité de changer la face du monde. Et ça, en fait, on se le dit tous à un moment donné, de voir... bah, en réalité, même quand tu vois un sans-abri, enfin, je me dis, moi, ça me tue encore et je peux encore en chialer de me dire qu'on passe devant les gens qui sont par terre et on fait rien, mais en même temps, pourquoi? Parce que en fait, si tu commences à faire, il faut aller au bout de ta démarche. Tu peux pas juste. Alors oui, tu peux lui donner une pièce, mais tu peux pas. Et si tu vas un petit peu plus loin, après, tu peux pas le lâcher en fait. L'engagement, ça va avec la capacité d'être fiable. Ça, c'est un truc qui m'est hyper cher aussi. Alors j'essaye de l'être, c'est pas toujours simple, mais il y a une technique que tu développes à force de le faire où il faut savoir se retirer à temps. L'objectif, c'est d'autonomiser les gens et c'est de leur donner, moi, quelque chose qui, je pense, est essentiel, c'est la ressource. On part pas tous avec la même ressource, qu'elle soit personnelle ou matérielle. Et notre travail chez Nemolab, c'est vraiment de travailler sous cet angle et de voir après les constats, ah oui, les femmes ceci, les femmes cela, et puis ras-le-bol qu'on essentialise les femmes dans tout, la réussite au féminin, je pense que tu as d'autres invités, j'ai vu Thalès qui ont dû te dire la même chose, c'est toujours un truc un peu plus petit, alors c'est toujours, ça part toujours d'une bonne intention, mais je trouve que, en fait, dans certaines circonstances, en essayant de lutter contre les stéréotypes, on en recrée. J'ai vu que tu as donné Euh, une interview là-dessus pour Bismart. Ouais. Ouais, on en recrée beaucoup. Et c'est pas, enfin, attention, je porte pas de jugement parce que je trouve qu'il y a quand même, on s'est quand même bien amélioré, puis on avance. Mais à un moment donné, comment, en fait, comment concrètement, et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas? Et en fait, si ça marche pas, c'est pas grave, on fait un petit demi-tour. Et ça, quand tu pars
d'un fondement scientifique, c'est plus facile, si tu veux, à corriger, à évaluer. Et moi, c'est plus ma manière de travailler. Alors, je suis pas très bonne avec la com, et parfois, bon, bah, ça me dessert très clairement puisque je suis dans mes trucs et en fait, je sais qu'il faut les faire rayonner pour que les gens après te fassent confiance. Enfin, c'est encore quelque chose avec lequel j'ai pas mal de mal, parce que j'estime que quand t'as pas un truc parfait à dire, faut pas aller le dire. Et en fait, je commence à me dire que non, en fait, il faut, tu vois, on peut. Et puis ça te permet aussi d'enrichir ta démarche, quoi. Coupe-moi parce que je peux y Non, aller pas du tout, mais en t'es un trait, passionnante, en un meuf. trait pendant 4 heures, hein. J'adore, je suis comme toi, je te comprends. C'est passionnant, c'est plein de sens, c'est très riche. Mais au final, moi, ce qui m'intéresse énormément de savoir, c'est qu'est-ce qui nourrit cette envie d'impact? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec toute la liste que j'ai citée de choses que tu fais, et puis j'imagine que voilà, ta boîte justement où tu luttes contre toute forme de dérive, de trafic, etc., te prend déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Tu donnes beaucoup de temps bénévolement pour accompagner des personnes immigrées, des personnes précaires, des personnes juste qui ont besoin d'aide, qui sont en détresse. Qu'est-ce qui nourrit cette envie d'impact chez toi, en fait? Alors, si je suis très honnête avec toi, ça va te sembler peut-être un peu perché, mais J'adore. non, mais alors attention, là, on bascule. Euh, de temps en temps, je le dis, mais si je suis vraiment très honnête, c'est comme si un jour, dans une vie antérieure ou ailleurs, on m'avait abandonnée et j'ai un truc qui fait que en fait, je ne supporte pas ne pas faire quelque chose quand je peux le faire. Alors, avec ce deuil que j'ai fait de cet engagement qui serait enfin, là où je sauverais le monde, hein, ça, on n'y arrivera pas. Et puis, c'est toujours hyper. T'as jamais l'impression d'aller suffisamment loin. Mais je ne saurais pas te dire pourquoi. En tout cas, c'est impossible pour moi de faire autrement. Euh, ouais, je peux pas te dire pourquoi, mais je pense que j'ai beaucoup d'empathie et que quand je vois une situation sur laquelle, enfin, tu vois, je passe un coup de fil, tu sais très bien, où je fais une petite voice pour dire au secours, voilà, j'ai cette situation. En fait, j'estime que ça me coûte pas grand-chose, et quand bien même ça me coûte un peu, euh, je me dis parfois l'impact, il est tellement, enfin, tu vois, sur la vie de la personne, alors sans me faire passer pour un héros, loin de là, hein, mais Mais juste t'en de es une, moi ça. je me permets de Non, le non, dire parce que non, toi tu le pas diras du pas. tout, parce Donc, qu'il y en a, enfin, tu vois, pas du tout, c'est pas bah, encore assez. je me permets juste de te couper. On parle de Shakiba, hein, juste la Ouais, personne pour qui tu m'as fait le vocal, qui est une personne afghane, qui fait tout pour se démener, qui a un parcours exceptionnel, admirable, incroyable. Et en fait, juste aurait pu lui passer à côté, lui dire j'ai pas le temps, je suis occupée. Et beaucoup de gens l'auraient fait, pas d'une façon aussi sèche, mais c'est l'idée en fait. Et toi, tu t'arrêtes sur elle, tu prends le temps de lui accorder un café, tu prends le temps de me faire un vocal et de dire Dorit, qu'est-ce que tu peux faire peut-être pour l'aider? Tout le monde ne l'aurait pas fait. Donc pour moi, ça, c'est être héroïne. Je te laisse ouais, mais continuer. et Dorit a répondu au vocal en activant la terre entière. Donc il y a 2 héroïnes dans la pièce. Je peux pas, j'ai un truc qui s'active là et je me dis qu'en fait, si je prends 1 heure pour un café, si je passe 3 coups de fil ou je l'invite à un de mes événements et elle va rencontrer des gens, qu'est-ce que ça me... Et en revanche, il n'y a rien pour moi de plus fort et de plus dingue que de voir que j'ai pu contribuer, même un petit peu, à quelques pas supplémentaires pour quelqu'un. Et donc, en fait, je suis faite comme ça, sans vouloir, encore une fois, me faire passer pour je ne sais quoi, mais c'est comme ça. Enfin, si tu veux, le rêve de ma vie, c'est de devoir suffisamment réussi, alors au sens plus classique du terme, pour pouvoir monter une fondation et travailler sur l'émancipation économique des gens et pas que des femmes. Mais J'adore. je pense que voilà, je sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je pense que c'est mon chemin. Et c'est ce qui me fait, enfin, c'est ce qui me remplit le plus. Et je me suis souvent questionnée hein, sur ce pourquoi. Est-ce que parfois c'est pas de l'ego tu vois, tu te demandes, hein, parce que moi je suis très en brainstorm avec moi-même régulièrement en me disant mais pourquoi tu fais ça pourquoi... C'est comme ça, en fait. Et c'est vrai, je te dis un truc un peu au-delà. J'ai la sensation, en fait, j'ai de la peine, mais vraiment de la peine quand je vois cette solitude, hein, qui est vraiment le point commun de toutes les personnes auprès desquelles je peux avoir une petite intervention, c'est la solitude. Et c'est ce changement, tu vois, même de regard, parce que tu as dit oui pour le café, parce que tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire, et après on verra. Tu vois, avec Shakiba hier, on s'envoyait des messages, elle me dit, bah, même si ça marche pas, en fait, merci. Et c'est pas pour le merci, vraiment, attention que ce soit pas mal interprété, Non, bien sûr. mais La considération que c'est juste, tu et en fait, je me dis, leur bah, apportes. ça, enfin, par rapport
à envoyer une facture à un client. Enfin, si tu veux, moi, je les adore, mes clients, parce qu'évidemment, je ne travaille aussi quasi qu'avec des gens que j'aime beaucoup. Mais j'ai cette chance, tu vois. Ça, pour moi, c'est le Graal, en fait, de se dire, bon, ce soir, elle va mieux dormir. On verra demain, tu vois. Parce que, bon, de toute façon, pour tout le monde, c'est pareil. On verra demain. Mais ça, tu vois, tu te dis, putain, si tout le monde faisait un peu ça, en réalité, tu vois, notre monde, il serait pas le même, quoi. Mais bien sûr, mais on a tous le pouvoir de rendre le monde meilleur à son petit niveau. Et encore une fois, bravo de le faire. Et c'est nécessaire et c'est pas tout le monde. Tu l'as dit très bien, toi, tu es empathique. Mais comment on fait quand on est une personne empathique dans le social? C'est très compliqué. Tu Très bonne reçois des question. personnes qui sont en détresse, qui vivent des horreurs, Mm. des personnes qui sont parfois, comme Shakiba, immigrées, qui ont vécu l'enfer. Et toi, tu absorbes ça. Comment tu fais et est-ce que tu arrives à l'absorber et à ce que ça te traverse sans que justement ça reste en toi et que ça te dévore de l'intérieur? Ce qui est souvent le cas dans le social. Ouais, c'est une vraie très bonne question. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que pour moi, ça s'apprend. En fait, t'apprends. J'ai fait des conneries. Enfin, je veux dire, il y a des. Est-ce que je peux dire que je me suis trop engagée parfois? J'aime pas le dire, mais c'est sûr qu'il y a un moment donné, t'apprends à couper. Alors, ce qui est hyper dur parce que, mais tu te rends compte que tu peux pas rentrer dans la vie des gens. Enfin, moi, j'outrepasse régulièrement. Ça fait beaucoup rire mes camarades, notamment de la Maison des Femmes. C'est-à-dire que moi, au début à la Maison des Femmes, c'était mon troisième enfant, quoi. Enfin, je m'investissais. Bon, voilà, je donnais mon numéro de téléphone à tout le monde, alors que j'avais des camarades qui étaient beaucoup plus carrés et qui, du coup, étaient plus. En fait, pour te préserver et le faire dans la durée, il faut déjà que toi, tu sois bien. Alors, quand je dis si tout le monde faisait un peu, on changerait la face du monde, attention. Parce que ça sert à rien d'aller vouloir changer la face du monde ou même aider les gens si toi t'es pas bien. Moi j'ai une chance dans la vie, vraiment, et c'est pour ça, ce que je dis souvent à mes enfants quand on a de la chance on la partage, c'est que je pense, mais j'en suis quasi sûre, je suis solide. Je suis très alignée avec moi-même. J'ai un rapport à la peur qui est assez fou, hein. Je me le dis, j'ai jamais peur. Enfin, j'ai peur pour les autres, mais pour moi, jamais. Je raisonne beaucoup avec cette phrase au pire quoi. Donc très souvent au pire il n'y a pas mort d'homme donc on avance. Et donc partant de là, bon déjà c'est plus facile tu vois pour encaisser. Mais c'est jamais anodin. Enfin, moi, je suis sortie plus d'une fois parce que je suis très sensible et je pleure souvent. Enfin, là, c'est assez. J'ai même pleuré une fois. On a enregistré un podcast comme ça avec Eurogroupe et je me suis mise à pleurer lui aussi. Enfin, bon, ça a été une boucherie. Oh. Et parfois à la Maison des Femmes, quand je re-raconte certains dossiers qui m'ont pas mal touchée, je me remets à pleurer. Mais c'est pas grave, hein, tu vois. J'évacue, c'est ma façon d'évacuer. C'est OK. Et non, non, tu apprends en fait au fur et à mesure que, tu sais, il y a des moments où tu es un peu déçu aussi. Enfin, c'est horrible, hein, tu passes par des sentiments, si on est, enfin, l'engagement, l'associatif. Parfois, tu as fait des choses pour des gens et t'attendais d'eux qu'ils fassent, tu vois, qu'ils continuent, qu'ils attrapent la balle au bon, mais ils n'en sont pas capables. Et en fait, il y a des moments, tu as des déceptions, mais que tu apprends à gérer au fur et à mesure, où tu vois, quand ils replongent, quand ils retournent avec le mari violent, quand ils. Bon, c'est inutile et en fait c'est jamais déjà tu apprends une chose c'est que c'est jamais inutile juste encore une fois c'est pas à propos de toi donc il y a un moment donné tu donnes ce que tu peux donner tu essayes de structurer ton accompagnement là où tu interviens tu vois c'est pas la même chose d'accompagner une patiente dans la Maison des Femmes une entrepreneur ça n'a rien à voir et t'apprends en fait moi ce qui a été le plus dur c'est apprendre à un moment donné à couper le lien. C'est-à-dire qu'elles ont toutes mon numéro, elles m'appellent. Alors, je suis toujours trop contente de recevoir que ça s'est bien passé, il y a eu ça, enfin, les enfants ont été scolarisés, on a réussi à faire venir. Enfin, mais à un moment donné, il faut sortir de leur vie, en fait, parce que tu peux pas, tu ne peux pas être tout le temps en contact avec des centaines et des centaines de personnes donc tu régules un peu, et puis c'est chacun sa personnalité. Et moi, j'en connais autour de moi enfin, c'est impensable pour elles de même laisser rentrer un petit peu, mais ça veut pas dire que c'est des gens qui s'activent pas pour les autres. Donc il y a vraiment, c'est des gens qui sont incroyables d'engagement, mais qui ont une limite qui est pas la mienne. Moi, j'ai besoin de ressentir le cas. Et après, ça part en dinguerie où j'essaye de penser en dehors de la boîte comme je fais au boulot pour apporter des solutions qui sont un peu, voilà,
un peu marrant de temps en temps parce qu'on essaye de On pas faire essaye. que de l'accompagnement juridique et de les aider un peu sur tout. Mais moi, j'ai besoin de me connecter à elles. Ce qui est, voilà. Pour l'instant, ça va. Ça va. Parfois, c'était plus dur au début. Maintenant, je pense que ça va. Mais c'est vrai que parfois, je suis au téléphone à la maison et mon mari et mes enfants sont à côté et je suis en train de poser des questions sur des excisions ou des trucs. Et là, ils me regardent en mode, et il y a des choses qui te semblent un peu normales, mais je pense que c'est un peu comme les psys, c'est un peu comme les avocats pénalistes, je pense, où tu normalises, et c'est pas tu banalises, mais tu normalises un certain nombre de choses. D'ailleurs, tu nous vois faire l'interrogatoire de départ quand on reçoit pour la première fois une patiente. Au départ, t'es un peu plus. Enfin, les premiers, c'était pas ceux d'aujourd'hui, où t'es quand même plus factuel, tu vas aller là. Ça t'empêche pas d'être très empathique et et puis moi d'aller plus loin par ailleurs, mais t'apprends en fait, t'apprends à t'engager en fonction de qui tu es mais en revanche, ne pas être bien et aligné avec soi-même et essayer d'aller aider les autres, c'est pas un bon plan quoi. Bien sûr, Parce que, on ne peut pas sauver tout le monde. non. Mais tu as parlé d'un terme qui est hyper important et justement qui me fait ma transition, c'est l'impuissance. C'est Mm. le fait qu'à un moment, justement, il faut lâcher prise et se dire, bah, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Mm. Si telle ou telle personne prend telle décision qui va à l'encontre, entre grosses guillemets, des conseils que je me suis permise de lui donner, je ne peux rien y faire Mm. et je ne dois pas le prendre personnellement. On apprend à le gérer. Bah, tu m'expliqueras et ça m'intéresse beaucoup comment toi, tu as réussi à mieux l'accepter, à mieux le gérer avec le temps. Dans le cadre de cette question qui parle du burn-out militant, c'est un vrai sujet, c'est un vrai Mm. thème. Et justement, ça sera l'occasion que tu nous expliques ta position par rapport à ça. Opinionway dit que le burn-out militant touche 34% des Mm. personnes engagées en France. En cause, le sentiment d'impuissance face à des situations terribles, de ne pas avoir assez de moyens, de ne pas pouvoir proposer assez de solutions, et toute la charge mentale absorbée avec des histoires de vie compliquées. Du coup, est-ce que toi, déjà cette notion, ce terme de burn-out militant, dans ces cas de figure-là que je viens de citer, ça te parle ou ça t'a parlé? Bah, ça me parle totalement parce que je vois très bien, tu vois, moi pour mon cas personnel, c'est pas mon métier. Enfin, si tu veux, donc je pense que le fait de faire plusieurs choses, ça te permet aussi de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier et de switcher de temps en temps. Donc stratégiquement, moi, tu vois, j'ai ma structure qui me permet de jongler. Et tu vois, quand même c'est difficile côté boulot, là, en ce moment, sur mon nouveau projet, j'aime bien me remettre ma partie conseil où là, je suis dans ma zone de confort. Enfin, tu vois, faut bien se connaître. Vraiment, je pense que il faut connaître ses limites. Mes limites vont pas être les tiennes, vont pas être celles du voisin. Tu vois, c'est vraiment ce truc, c'est très personnel. On va pas retrouver la même empathie, ce qui veut pas dire que c'est un engagement inférieur, mais il faut connaître ses limites et pas aller les challenger en essayant de faire le héros. C'est vraiment ce truc de deuil de l'engagement narcissique, tu vois, qui est pas mal intentionné au départ, mais il faut y aller en mode humble. Qu'est-ce que je peux faire concrètement et à qui j'ai affaire? Parce que il y a des personnes, tu sais, enfin moi, tu vois, sur des plaintes, pour prendre un truc très concret, tu t'y reprends parfois 5 fois pour que la dame aille déposer plainte. Tu restes avec elle 4 heures et tu lui tiens la main pendant le dépôt de plainte. Et puis ensuite, eh ben, en fait, elle va reparler à son agresseur dans ton dos. Elle va te mentir. Elle va mettre le dossier enfin, elle va le rendre un peu plus compliqué. Mais en fait, il faut ne pas. C'est pas à propos de toi. Donc déjà, quand tu es aligné et que tu arrives à prendre suffisamment de recul, je pense que tu es moins exposé à ce burn-out. Quand c'est ton quotidien, je pense que les personnes qui travaillent dans des assos, c'est là, pour le coup, c'est quand même hyper difficile. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvée plusieurs fois dans la situation où j'avais en face de moi des femmes, pour le coup, souvent, euh, où là, je me dis, mais en fait, je vais quitter cette pièce et elle va se suicider parce qu'en fait, j'ai pas de. Enfin, tu vois, c'est des gens qui ont. Et j'ai pas de réponse. Et j'ai pas de réponse. Et il m'est arrivé de maudire notre système parce que, évidemment, je trouve qu'on fait reposer beaucoup trop de choses sur le tissu associatif et qui est quand même très dépendant des donateurs privés.
qui ont évidemment des impératifs qui fluctuent et donc des capacités à s'engager, alors plus ou moins, enfin à se retirer, à revenir, à donner aussi un peu d'orientation pour flécher leurs dons. Enfin, tout est toujours quand même plus ou moins avec des conditions, même si on est très content d'avoir tous ces partenaires. Les questions de violence faites aux femmes, enfin, je veux dire, c'est bien beau. Alors, il faut des gens, des whistleblowers qui vont mettre les sujets sur la table et tout ça, mais très concrètement, je peux te dire que viens parler avec toutes les bénévoles, c'est encore catastrophique. Alors, on se raconte les histoires qu'on veut. Moi, j'ai plutôt tendance à être très honnête sur la question parce que enfin, je veux dire, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est toujours une catastrophe. On en est loin. On en est loin. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas et je reste très mobilisée, motivée, optimiste, mais on en est loin. Donc ce truc qui consiste à se reposer de temps en temps sur ses acquis en disant oh, on a fait de fabuleux progrès sur Non, il y a une prise de conscience qui est dingue. Concrètement, enfin je veux dire, moi j'ai encore des femmes qui poussent la porte du commissariat un samedi auquel on répond ah bah non là faut revenir la semaine prochaine. Alors on parle de femmes qui ont mis 3 mois à se décider à aller déposer une plainte et qui ont un mec en face qui n'est évidemment pas formé et qui dit ah bah non mais revenez les violences ah non c'est en semaine parce que là on est charrette. Enfin je veux dire, ils peuvent être charrettes. Mais, comme j'avais dit à ce monsieur en question, ça serait quand même pas mal juste d'être poli et de dire à la dame, qui est quand même dans une situation pas banale, qui préfère la recevoir dans des conditions Plus plus confortable pour lui. confortables pour elle, qui vont être propices au sujet qui va être traité, et du coup qu'il est mieux qu'elle revienne. Non, on est quand même encore sur des trucs où, pardon, je pense qu'il est quand même pas très compliqué de régler ces sujets-là. Alors oui, il faut des moyens, oui, mais à un moment donné, il Mais faut y aller. l'empathie, il n'y Dans a ce pas cas-là, besoin de moyens pour avoir de ouais, l'empathie, non, comme mais tu voilà, dis aussi, mais hein. après, c'est des gens qui sont, pour bien connaître aussi les services de police, dans des situations très tendues, Oui, bien sûr. mais je pense qu'on met quand même beaucoup les sujets là, dans la com, alors qu'on n'a même pas commencé à régler là. Et ça, c'est hyper frustrant. Et donc, tout ça revient sur les assos et des personnes qui, au départ, en plus, sont plus ou moins formées à certains sujets qui sont dramatiques. Enfin, si tu veux, la question des violences, qui n'est pas anodine. Si t'as pas des petites notions de victimo, enfin, c'est pas simple, hein, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Et donc, je suis pas du tout surprise pour revenir à ta question et aux chiffres. Je trouve que c'est même un peu bas. Honnêtement, je suis sûre que en Oui, réalité, tu as des pré-burnout qui sont pas pris en bien compte sûr. ou Et qui ne sont pas assumés parce qu'on veut tellement ouais. bien faire et se convaincre qu'on peut le faire pour les autres qu'en fait on se dit tout va bien, on explose au vol en fait. Alors que tu ne rends service à personne si tu vas mal. Donc il faut quand même, il faut pas trop tirer sur la corde parce que après tu seras plus utile à personne. Donc, mais c'est facile à dire. C'est facile à dire parce que quand tu considères que les gens que tu accompagnes sont dans une situation bien plus grave que la tienne, en plus tu vois, tu minimises beaucoup. Tu dis bah ouais, je vais pas me plaindre. Alors qu'en réalité, t'encaisses, 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 t'encaisses. Moi, je fais attention à ça. Après, moi, je suis pas, comme je te dis, c'est pas mon métier. Attention, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus exposés et peut-être beaucoup moins armés. Parce qu'en fait, encore une fois, le fait de diluer un peu tout ça dans autre chose, ça te permet de le gérer certainement enfin, beaucoup mieux. Bien sûr. Jess, tout à l'heure, tu as parlé d'un sujet pour commencer l'interview, c'est les personnes sans abri. Ouais. Je sais que c'est un sujet qui te touche beaucoup, donc je vais te faire réagir dessus, notamment particulièrement sur les femmes sans abri, sur l'état des lieux. Donc moi, j'ai assisté à une conférence de presse au Sénat justement sur la situation des femmes sans abri en France et j'y ai appris que le nombre de personnes sans domicile a doublé en 10 ans pour passer à 330 000. 120 000 sont des femmes et 100% des femmes subissent au moins une agression sexuelle après un an passé dans la rue. Donc ça, c'est des chiffres accablants que j'ai vraiment appris à ce moment-là. Je sais encore une fois que tu es amené à rencontrer des femmes sans abri au quotidien parmi tous tes engagements. Est-ce que c'est des chiffres qui t'étonnent ou est-ce qu'au contraire, ils te paraissent correspondre avec ce que tu constates? Ouais, alors moi, c'est pas, si tu veux, j'en croise parce qu'en fait, ça va, si tu veux, c'est le package. Ouais, j'allais dire Tu vois, package. ça fait Ouais, partie du package. Et oui. donc là, en ce moment, vous vivez où, madame? Au 115 Mm. ou en fait, devant le Franprix. Je comprends pas en fait que dans notre pays, on ait encore autant de sans-abri. C'est marrant que tu parles de ça maintenant. Il y a peut-être ouais, une semaine.
J'ai vu passer une vidéo, parce qu'il y a les femmes, certes, mais il y a les enfants. En fait, j'ai vu passer la vidéo, j'ai plus le nom de l'association, mais qui fait un travail formidable. Ça m'a ému aux larmes, j'en ai encore chialé. D'un petit garçon qui expliquait, tu vois, qu'il allait tous les jours à l'école et que le soir, il rentrait dans l'association parce qu'il n'avait pas de maison. Et là, tu te dis, mais... Et en fait, j'avais envie d'aller chercher, évidemment. Et tu te dis, en fait, comment en France, en 2024, on peut encore en être là? Après, il faut nuancer aussi, euh, peut-être, je ne sais pas comment ont été recueillis ces chiffres, mais moi, quand j'en parle avec plusieurs acteurs, il semblerait aussi que tu aies une proportion de personnes qui sont devenues un peu complètement marginalisées et que tu as du mal aussi à ramener dans le système. Plus Donc en longtemps, fait, tu restes dans la rue, ouais, voilà, c'est qu'après, donc plus ça, c'est dur de je serais revenir. intéressée de savoir ce que ça peut représenter et surtout ce qu'on fait concrètement aujourd'hui pour essayer de remettre ces gens dans le système. Ça, je t'avoue que j'ai pas de connaissances fines là-dessus. En revanche, j'ai beaucoup vu le 115, ça c'est admirable, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas dans tous les pays où tu as ce genre de dispositif, mais moi je suis quand même assez convaincue, encore une fois, qu'on pourrait faire bien mieux. C'est pas normal qu'en France, en 2024, tu aies autant de gens dehors, que tu aies des petits garçons qui allent à l'école et qui disent ce soir je rentre à l'association, où j'avais vu une émission une fois où ils dormaient dans des locales poubelles avec les parents. Je veux dire, ça c'est priorité numéro un, quoi. Bien sûr. Enfin, je veux dire, ça en dit long sur notre société. Les femmes enceintes à la rue, les enfants à Ouais. la rue, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Mais personne ne devrait être à la rue, même pas les Bien hommes en sûr, fait, tu bien vois. sûr, Enfin, je veux bien dire, sûr. mais dans l'ordre, effectivement. Les personnes qui sont plus exposées, Tu vois, moi, vulnérables aux vraiment, violences. les enfants, effectivement, les femmes, parce que ça va avec tout, pareil, le package. Où il y a aussi les gros sujets de prostitution, parce que moi, combien de fois j'en ai vu, tu vois, qui te disent qu'elles dorment dehors, mais qui ont un iPhone 13, tu vois, et t'es là, bon, bah voilà, je sais ce que ça veut dire en général, ça. Non, on peut se raconter les histoires qu'on veut, là, en ce moment, mais tu vois, c'est cette fameuse question du comment. Enfin, on fait des constats, on est là, on fait de la politique, alors c'est très bien, hein, mais on fait quoi concrètement? Bien sûr. On fait quoi concrètement? Non, mais c'est ça la vraie question. Et je crois que c'est Valérie Pécresse qui avait fait travailler une ou un SDF sur un rapport qui avait été, alors, pas forcément super exploité, mais je trouvais la démarche assez intéressante de faire travailler un sans-abri, un ancien sans-abri sur les dispositifs qui pourraient être mis en place pour améliorer la situation. Et tu vois, il faudrait faire. Alors c'est facile à dire, hein, encore une fois, c'est pas simple, mais en tout cas, je suis quand même intimement convaincue que c'est pas suffisamment priorisé pour qu'on en ait encore autant dans un pays comme le nôtre. Ouais, je te rejoins complètement. Mais Jess, pour Day One, tu t'es exprimée au sujet de l'IVG aussi. Ça te revient. Donc, tu t'es exprimé au sujet de l'IVG plus précisément qui a été inscrit dans la Constitution, pour recontextualiser. Tu as dit « Je n'oublie pas que 50 élus ont voté contre. Ouais. Je n'ai pas compris. Cela démontre qu'on avait tendance à prendre pour acquis quelque chose qui ne l'était pas forcément. J'aurais voulu que ma grand-mère voie ça. Elle était infirmière et avait fait 5 mois de prison pour avoir pratiqué des avortements illégaux. J'ai avorté moi-même. J'ai aussi fait face à des hôpitaux qui m'ont dit de ne pas le faire, ce qui m'a semblé dingue. Une phrase prononcée par l'un d'eux m'est restée « Nous ne pratiquons pas d'avortement, nous avons choisi la vie ». J'ai été choquée de constater que ce choix ne m'appartenait pas complètement en 2014 en France. Ça a été quoi ton émotion quand toi, tu as appris que l'IVG a été inscrite dans la Constitution? J'ai été... si tu veux, ça me semblait tellement normal. Bah J'ai ouais. été contente, mais je Nos me suis dit, acquis ça ont me été remis paraissait... en C'est pour ça que question. je dis que quand il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas voté pour, tu te dis, mais pourquoi en fait? Ouais. Pourquoi? Et je t'avoue que j'étais aux États-Unis, à Washington, au moment où tout s'est renversé là-bas. Et je n'osais pas croire, mais vraiment, enfin, tu vois, parfois je suis quand même, c'est ce qui me maintient un peu motivée quand même, c'est que je suis un peu dans un déni d'optimiste complètement, mais c'est vrai que j'étais à Washington devant, enfin, je voyais les manifestations le jour où tout a basculé là-bas et je me disais, mais, enfin, ça va, enfin, on va réussir et en fait, ça va très très vite. Et le fait que dans un pays comme le nôtre, t'as encore des gens qui n'aient pas voté ce truc-là, je suis hyper choquée. Et effectivement, le truc de ma grand-mère, ça fait partie des trucs où je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait dans ma vie à ce point? Bah ouais, parce Mon que avortement aussi, je me suis dit, ouais, c'est j'avais une relu histoire, cette interview en me c'est une disant, histoire de ouf. je me suis grave livrée. Ouais. Oui, effectivement, tu vois, après, Ouais. et c'est vrai que
Ma La grand-mère, violence que tu as subie d'ailleurs de la part de ce médecin est terrible, hein. alors, C'est c'était, en fait, si tu incroyable, veux, hein. quand ça m'est arrivé, moi j'avais, alors, puisqu'on se livre, allons-y gaiement, j'ai eu ce qu'on appelle un retour de couche, donc je Ouais. suis retombée enceinte 1 mois et demi après, bon, allez, 2 mois après la naissance de ma fille. Et donc, ma fille, en plus, pour laquelle on m'avait annoncé qu'elle avait des petits problèmes de santé, alors de hanche, donc, enfin, mais bon, assez techniques, qui nous emmenaient vers des protocoles un peu lourds, et vraiment là, c'était quand même un peu chaud de s'enchaîner 2 bébés en moins d'1 an. Mais peu importe, j'ai envie de te dire, je ne voulais pas garder cet enfant. Et donc, je me suis dit, c'est très simple. Bon, bah, je suis une adulte, enfin, si tu veux, responsable, j'ai pas envie de garder ce bébé. Alors, la particularité, c'est que je m'en suis rendu compte à 2 mois et demi, donc on était un peu dans le rush. Et donc, déjà, premier rendez-vous avec ta gynéco, elle te dit, ah bah, il y a un délai d'1 semaine de réflexion. Ouais, t'as envie de dire, bah, en fait, c'est bon, je suis majeure, vaccinée, ouais. Donc Ouais. là, tu te dis: «Ah ouais, genre vraiment, on s'en fout en fait, je n'ai pas besoin de ce délai de réflexion. Moi, je suis un peu là tard dans le délai, donc il Bah faut qu'on ouais, se dépêche». ça fait 2 mois et Non, demi non, non, il y que a un l'enfant délai est légal de là. réflexion, bla, donc tu là: «OK», et donc après, elle t'appelle pour prendre tes rendez-vous, nin et donc véridique, et d'ailleurs je peux le citer, c'est l'hôpital américain qui m'a dit: «Nous avons choisi la vie». Donc je n'avais évidemment pas appelé Sainte-Félicité, la clinique à laquelle j'ai évidemment, c'était couru d'avance qu'ils ne le faisaient pas. Mais là, tu te dis, mais en réalité, entre le délai d'une semaine, le fait que tu appelles, enfin, tu as l'impression d'être une criminelle. C'est C'est ça. moi qui décide, C'est quoi. des Enfin, tu excuses, vois, c'est tu te ton dis, corps, bien mais et puis sûr. c'est la France, quoi. Tu vois, Oui, toi, tu crois que c'est ça, des c'est. excuses. Non, non, c'était un peu impressionnant. Et puis, bon, j'ai fini par. Évidemment, il y en a quand même plein qui le font. Et là, tu as ton rendez-vous au planning familial. Ça, c'était assez drôle parce que quand je suis un peu dans des situations comme ça, j'aime bien faire de l'humour un peu débile. Et donc, tu es au planning familial avec donc des adolescentes qui viennent prendre la pilule en cachette. Et toi, tu vois, tu as déjà tes mamans, tu es en train d'attendre ton rendez-vous pour pratiquer ton truc. Et en tout cas, pour prendre le rendez-vous. Et donc là, tu es interrogé de manière très sérieuse par quelqu'un qui te dit donc, vous êtes là pourquoi? Et là, je lui ai dit qu'il faut me retirer cette chose de mon utérus. En mode, bon, très border, mais Très factuel. très intéressant les mots que vous employez. Est-ce que vous voulez voir le psy? D'accord. Et toi, t'es là, bon, Ok. c'est un cauchemar, quoi. Donc finalement, on y est arrivé. Mais c'est horrible, j'en ris, parce que moi j'avais la chance, attention, hein, je prends la mesure de ce que c'est de galérer pour un enfant et tout ça, c'est juste que pour moi c'était pas le moment, puis c'est mon Mais choix en fait. voilà, bien sûr. Voilà, c'était mon choix et j'ai trouvé ça dingue. Donc effectivement, c'est pas acquis. Et Je tu as pense senti que. qu'on a essayé de te faire changer d'avis, en Non, fait, clairement. non, quand même pas, mais j'ai senti que tout n'était pas. On a essayé de te faire réfléchir, quand même. C'est pas changer d'avis, me faire réfléchir. Effectivement, tu as raison. En fait, c'est un vrai. Ils n'ont pas essayé de me dire ne le faites pas, mais ils te laissent du temps pour éventuellement revenir sur ta décision. Puisqu'en fait, D'accord. moi, j'arrive avec ma décision. Clairement, si je Mm. prends rendez-vous, c'est que je veux avorter. Euh, Eux te laissent l'opportunité de changer d'avis. Oui, d'être Qu'est-ce que ça vraiment veut sûr. dire? C'est Est-ce vaste que, après. tu vois, On ne sait pas dans quel dans sens quel ils essayent de sens? Tu vois, t'orienter. est-ce qu'ils veulent conforter ta décision ou est-ce qu'ils veulent te donner l'opportunité de changer d'avis? Ouais, Je pense ouais, pas que ces gens-là soient concertés entre eux d'un hôpital à l'autre pour se dire, ou d'un planning familial. C'est juste une pratique oui, qui bien peut être sûr. à la Bien limite, sûr. mais juste en Un peu border, réalité, mais... il faudrait, alors c'est peut-être mon expérience à moi, mais il faudrait, enfin, ne pas, enfin, je veux dire, on devrait même pas avoir à se À justifier discuter, ou à bah, bien discuter. sûr, Enfin, c'est ça, en fait, juste les le mots que problème. j'emploie Bien pour leur sûr. parler, c'est les miens, c'est comme ça. Bien Enfin, sûr. j'ai pas besoin Bien de voir le sûr. psy, Bien ou en sûr. tout cas, on en parle après. Mais c'est pas, je trouve que de dire ça à quelqu'un, moi, j'étais encore une fois alignée avec moi-même. Il n'y avait pas de. Mais t'imagines quelqu'un qui l'est pas Ah, mais complètement, tu te forcément, laisses qui est. influencer, bien sûr. Bon, T'es fragile, t'es faible. Ouais. je t'avoue que sur ce délai, je sais pas, enfin, je sais peut-être qu'il sert à un certain nombre de personnes, mais il y a certains cas de figure où, en tout cas, on devrait permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent, quoi. Et Mais donc, c'était complètement. pas, tu vois, c'était pas acquis. Ah Je non, pense que non, vraiment, on a toutes et tous aussi, hein, bien sûr, il y a des hommes alliés étaient extrêmement hmm, choqués de le constater, manifester là au XXIe siècle sur le droit à l'avortement. Bon, on pensait ouais, avoir dépassé ça, hein. Ce n'est pas acquis. Et non. c'est flippant quand même quand on le réalise, hein. Ouais, et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'on est quand même dans un mouvement, tu vois, où les femmes quand même parlent de plus en plus. On est quand même à ce moment-là
Enfin, t'as tous les sujets MeToo, enfin, on a l'impression qu'on avance, quoi. Et Oui, là, oui, enfin, en tout cas, on avance, on encore une fois, c'est ce évolue. que je dis, on évolue dans la pensée, mais enfin, il y a quand même des choses intéressantes qui se passent, parce que je pense qu'on est en transition. Donc, on évolue parce qu'on a mis les sujets très forts sur la table, donc on polarise. Ouais. Donc, et après, bon, j'espère venir se réunir, mais c'était pas acquis. Ah Donc, non, bien sûr. et c'est vrai que ma grand-mère aurait adoré voir ça, je pense, parce que oui, ça lui a coûté 5 mois de tôle à avorter les gens aux aiguilles à tricoter, avec évidemment une issue dramatique. Pour en tout cas un des cas qu'elle a eu à traiter et qu'elle nous avait raconté quand on était un peu plus grande. Et moi, je la prenais pour un héros. Alors que bon, c'était border, hein, mais on en était là, en fait, à appeler l'infirmière. Elle était infirmière, avec ses aiguilles à tricoter pour se sauver la vie, quoi. Mais C'est un autre monde mm, quand on y pense, et même si on revient à Simone Veil, c'était il y a mm, vraiment pas si longtemps que non. ça, et on est encore obligé de se battre pour nos droits. On en est là, Bon, mais bah, on ça s'arrêtera évolue et jamais. ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jamais. Jess, je vais te faire réagir à une pensée que tu as partagée toujours pour Day One qui m'a un peu interpellée et j'ai hâte que tu me la commentes. Alors, tu as dit il est urgent de reconnaître une présomption de victime avant une présomption d'innocence. C'est quoi une présomption de victime? De mémoire, je vais vous parler de ça dans le cadre des dossiers de viol et autres, et en disant que Ouais, sur les on, violences on- faites aux on- femmes. on- on a quand même tendance à ne pas considérer tout de suite la parole de la... Enfin, j'ai mis l'exemple que je vais pas citer là, mais où en fait, une victime doit quand même en faire des caisses pour qu'on la reconnaisse. Alors évidemment, c'est très important, attention, hein, je suis très attachée à l'état de droit, à la présomption d'innocence, mais je pense que de temps en temps, en tout cas dans les faits, et peut-être pas en changeant les textes, il serait bon de se dire que, je sais pas, on a une demi-mesure et on considère que, par essence, si elle est là et elle vient nous raconter tout ça, il est fort probable qu'elle soit victime. Et si on arrive à démontrer avec des faits euh, tangibles et des indices et concordants qu'elle ne l'est pas, bah, très bien. Ça, moi, je suis aussi, attention, hein, on a une grande conscience de tous les abus qu'il y a. Il faut pas non plus. Il y a quand même, c'est devenu un peu la difficulté du moment de dissocier. Comme la voix est beaucoup plus entendue publiquement, c'est facile de dénoncer des choses qui après. Moi, j'ai aussi des histoires de jeunes hommes qui se sont fait mettre dans des postures inconfortables alors qu'il a été démontré par ailleurs que non. Donc, Mais ça reste minime par rapport aux personnes ça reste victimes. minime, mais il y en a quand même pas mal. Moi, mon point, c'est de dire que quand on vient déposer plainte pour violence, viol, on considère quand même que et déjà on l'accueille comme une potentielle victime, à minima. Et on se dit qu'elle l'est réellement jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, parce qu'on a démontré. Or, la manière dont ça se déroule très concrètement aujourd'hui, je trouve que c'est pas du tout le cas, quoi. Moi, j'ai vu, pour avoir accompagné plusieurs personnes, et se font cuisiner comme si c'était... C'était elle les Moi, coupables. j'ai entendu dans un dépôt de plainte auquel j'ai accompagné une jeune femme. Est-ce que vous preniez du plaisir quand il vous violait? Donc, à un moment donné, stop. C'est épouvantable. Mm. C'est absolument atroce. Mm. Jess, on va basculer sur un sujet, je sais, qui te touche, parce que c'est comme tu le disais tout à l'heure, ça fait partie du package. C'est aussi les violences conjugales, parce que souvent, les femmes que tu accompagnes aussi ont vécu toutes sortes d'histoires, dont cette forme-là de violence. Une femme meurt tous les 3 jours en France sous les coups de son compagnon. C'est des chiffres qui viennent de nous toutes. Quand tu rencontres et accompagnes des femmes qui ont vécu des violences conjugales, généralement, elles sont dans quel état psychologique? Est-ce que tu peux nous décrire? Elle minimise souvent. Euh, et il y a c'est assez étonnant parce que bah, c'est un vrai truc de pousser la porte, que ce soit du commissariat, que ce soit de la Maison des Femmes ou de toute autre association. Et souvent, c'est très minimisé. C'est très minimisé et elles savent pas vraiment qualifier. Donc en fait, pour certaines, c'est déjà très très grave et elles viennent parce que c'est juste qu'elles peuvent plus supporter. Mais toi, quand elles te le racontent, t'es là, ah ouais, il y a un truc qui est assez dingue aussi et moi c'est vraiment ça, c'est un des grands sentiments d'impuissance, c'est les histoires t'as t'as des violences qui commencent souvent au premier enfant. Elles mettent du temps à partir et t'as le viol conjugal aussi. Et là, en fait,
moi, j'ai quand même beaucoup de femmes en face de moi, j'ai eu, qui considèrent que, en fait, c'est normal de ne pas être d'accord pour avoir un rapport sexuel avec son mari. Donc après, tu as tout un sujet culturel parfois, mais il y a un vrai enjeu, et tu vois, là où on n'est pas encore totalement bien set-up, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire qu'elles attendent souvent à un stade vraiment dramatique, alors que bah, déjà, ça fait quand même 5 ans que c'est pas normal. Notamment, il y a quelque chose qui n'est pas très palpable, mais c'est comme au travail, un sujet que tu dois bien connaître. C'est un peu enfin, le harcèlement, les violences verbales. Se faire dénigrer en permanence, ça c'est déjà juridiquement c'est compliqué à porter, mais elles attendent que ce soit et que ça dévie. Franchement, certaines pensent que ça va avec le couple en fait. Sauf que quand enfin, les dommages sont quand même bien implantés, souvent quand elles arrivent, on aurait vraiment pu désamorcer un certain nombre de choses avant. Sachant que quand c'est des foyers où il y a des enfants, tu vois, c'est quand même les enfants assistent à beaucoup de choses. On pourrait éviter, tu vois, on considère juridiquement comme des enfants qui assistent à des violences sont des enfants victimes de violences. Donc il y a quand même beaucoup de dommages collatéraux Bien à sûr. toute cette escalade. Et c'est vrai que c'est un sujet d'éducation. Et au même titre que les sujets, tu vois, les sujets d'inceste, tout ce qui va concerner les enfants, je pense qu'on est assez léger sur la capacité à inculquer à l'école, hein, parce que tu vois, ça peut pas se faire ailleurs. Si tu es déjà dans une famille où c'est bancal, Bien sûr. Complètement. enfin, évidemment, quand tu as grandi dans un truc où bah, le fait que tonton fasse ça ou machin, c'est depuis que tu es né, ben, en fait, avant de te rendre compte que c'est pas normal, ça va être long. Je trouve on fait quasi rien là-dessus. Rien. Enfin, je veux dire, moi, je suis avec mes enfants en formation continue sur ce genre de sujet en étant comme ça, parce que tu te dis, bon, voilà, on sait ce que c'est aujourd'hui, et ça, grâce quand même à un certain nombre de mouvements, on a quand même vraiment mis ces sujets sur la table, mais t'as quand même énormément de femmes qui vont venir sur les sujets de violence ou d'enfants qui vont subir, qui vont considérer, voilà, pour répondre vraiment à la question, que là c'est trop, mais en fait c'est déjà très loin. Donc la normalité, elle est pas définie de Bien manière très sûr. claire. Mais comme tu l'as dit, c'est une question d'éducation, c'est Mm. une question, voilà, c'est quoi justement on a tous un baromètre différent Mm. selon la culture. Et culturellement, oui, tu as Bien sûr, vraiment, c'est tu la vois, nous, culture, ouais. pour prendre la Maison des femmes, qui est vraiment le pivot de cette discussion, 80% de parcours migratoire. Ouais. Donc évidemment, c'est sûr que bon, bah, pour certaines, oui, c'est normal que ton mari te force tous les soirs, parce que c'est ton devoir de femme. C'est un truc Moi, de fou. mais je leur pose, je pose toujours la question, vous étiez d'accord pour avoir des rapports sexuels avec votre mari? Oh, bah, je faisais l'étoile. Ouais, c'est leur Hmm. normalité. Ouais. Bon. Et puis après, tu creuses, et puis là, on commence à bah, souvent à pleurer, à se dire, parce que tu prends la mesure d'eux, et puis là, en général, s'enchaîne je vais divorcer, je vais déposer plainte, puis en fait, elle te rappelle 2 semaines plus tard. Non, mais finalement, Ouais. voilà. Et donc c'est là où il faut savoir ne pas être trop insistant parce que c'est pas toi, encore une fois, et qu'il y a des étapes. Mais de temps en temps, tu as un peu l'angoisse de te dire, elle, euh, Elles n'ont elle pas doit la être encore notion. en train de ramasser et elles reviennent, tu vois. Et toi, il faut que tu apprennes le truc où avant, moi, je les appelais Ouais, de moi-même, là, c'est son chemin. parce que c'est ça, elles sont pas prêtes en fait à Non, entendre ce que tu leur dis. et ça marchera pas de toute façon. Ouais, donc Tu vois. c'est pas facile de le comprendre et de Ouais. l'intégrer, mais tu es obligé, même toi, pour te Mm. protéger toi-même, sinon tu laisses trop de plumes en Ah bah fait. oui. C'est que de la déception. Enfin, déception, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Des c'est. désillusions, parce qu'en Ouais. fait, si tu places de Tu te dis, l'espoir, ouais. forcément, tu es déçu. Et Enfin, ça, tu apprends au fur et à mesure. ouais. En fait, tu vois les profils et tu sais que là, on en aura pour 2, 3 fois. Et c'est normal. Et c'est OK. On peut pas sauver tout le monde, mais en tout cas, on peut essayer de rendre le monde meilleur à Mm. notre petit niveau, et tu le fais incroyablement bien, ma Je Jess. sais pas. Mais moi, je me permets, je te le Ouais. dis. Merci beaucoup pour cet échange, merci pour toute ton énergie, Merci à merci toi. pour tout ce que tu incarnes en termes
bah, d'humanité, d'altruisme, malgré tout ton agenda, toutes tes activités, bah, tu prends le temps d'écouter, de regarder les gens et de leur apporter de la considération et de la valorisation. Et quelque part, cette reconnaissance, juste humainement, je pense, si tu l'as très bien dit, bah, des fois, ils n'attendent pas plus que ça, en fait. Donc, je pense. bah, bravo et vraiment merci pour ce Merci que à tu toi. es. Vraiment. Merci. Ça te va qu'on fasse un check de fin? C'est check le média, donc Ah, on fait un ouais, check. voilà. Mais c'est quoi, il y a un check Tu fais ce particulier que tu veux. Bah, moi, je m'adapte au style de check des gens. Souvent, c'est ça, genre Est-ce que comme tu ça. penses vraiment que j'ai un check Écoute, Est-ce que je j'ai un peux truc découvrir élaboré des facettes de toi que je ne connais pas, Nadia. Si tu trouves, je vais me sortir un check un comme truc West ça, Coast, genre. un peu. On se fait un check classique. On se fait un check classique. Let's go. Un check de boxe. J'adore.